Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, Lily-Rose McSween nous parle de Mademoiselle Bottine et Juliette Leclerc, une violoncelliste talentueuse. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Amoureuse du violoncelle, elle a consacré la majeure partie de sa vie à cet instrument qui la fait vibrer profondément. Bien qu'elle ne soit qu'au début de sa carrière, elle joue déjà avec des orchestres professionnels. Juliette Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, très bien. Heureuse de te rencontrer. Moi aussi. T'es toute jeune. Oui. À quel âge as-tu commencé le violoncelle? Parce que je sais que ça fait presque une vingtaine d'années que tu en joues. Oui, j'ai commencé en fait le jour de mes 5 ans, à 5 ans. Ah, mon Dieu! Donc avec un instrument beaucoup plus petit. Oui, j'imagine, Ouais. mais c'était quand même un violoncelle. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'à 5 ans nous donne envie de jouer du violoncelle? Ça venait vraiment de toi? C'est toi qui as demandé ça comme cadeau de fête? Oui, exact. En fait, ma mère, elle a beaucoup d'amis dans le milieu. Elle est une amoureuse de la musique aussi. Elle fait pas ça dans la vie, là, mais puis une de ses bonnes amies joue du violoncelle. Puis on me raconte, là, moi je m'en souviens pas, mais on me raconte que je l'avais entendu jouer puis que là, c'est ça que je voulais faire. Ah, mon Dieu, mais je trouve ça fascinant. Qu'à 5 ans, tu veuilles jouer du violoncelle, c'est ce que tu as fait toute ta vie. Oui, c'est ça. D'ailleurs, tu es encore jeune, donc adolescente, tu faisais déjà partie d'orchestre. Tu faisais beaucoup de musique. Oui. Comment a été ton parcours musical d'abord, mais aussi, est-ce que ça t'a manqué une espèce de vie adolescente plus normale? Ben en fait, tout mon primaire, je dirais, là, c'était pas une grande partie dans le sens, je prenais un cours de violoncelle par semaine. C'était vraiment pour le plaisir? Pratiquais pour le plaisir. Puis au secondaire, je suis rentrée au Conservatoire de musique de Montréal déjà. Donc là, ma mère, qui est très généreuse de son temps, m'amenait là 2 fois par semaine. Donc j'y allais le mercredi soir, le samedi toute la journée pour prendre des cours là-bas. Puis le dimanche, j'avais l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette. Mais ça, c'était à la maison, au moins. Ah, mon Dieu, quand même! Fait que ça me faisait des grosses semaines, mais je pense que les gens avec qui je connectais le plus aussi, c'était les musiciens. Fait que moi, j'avais des bons amis et à Montréal et à l'Orchestre à Joliette. Puis je pense que j'ai toujours été quand même équilibrée aussi dans ma vie. Ça m'a pas manqué. Je me rappelle me trouver occupée, fatiguée des fois. Puis des fois, de devoir manquer des fêtes ou des événements à cause de ça. Mais je pense pas que ça... Non, je sens pas que j'ai manqué quelque chose là, au secondaire, vraiment. OK. Ouais. Puis c'est le fun parce que je lisais dans ta fiche que tu écoutes beaucoup de classiques, mais tu écoutes du pop aussi. Oui. Que ça te sort un petit peu d'être dans ta tête. Oui. Donc, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on retrouverait sur la playlist de Juliette. OK. Ben, j'écoute surtout... Tu sais, j'écoute du classique quand je dois préparer des
des choses, des pièces quand je veux. J'aime ça beaucoup aussi. Mais on dirait que j'en joue tellement que oui, en effet, j'écoute plus autre chose. Je dirais longtemps, mes parents sont fans de musique québécoise. Fait que moi, dans ma playlist, il y a beaucoup Daniel Bélanger, Pierre Lapointe, des Québécois plus, les Cowboys fringants. Mais là, ces temps-ci, j'écoute beaucoup de Patrick Watson, Dua Lipa. Des classiques pop. Oui, mais aussi de la plus vieille musique. J'aime bien ABBA. C'est comme... j'aime ça, la musique qui bouge. C'est comme ça me... Est-ce que, là, je te pose une question qui, peut-être tu n'y as jamais pensé, mais moi, c'est le genre de choses que je trouve vraiment le fun. Quand on fait une reprise de chansons, puis qui nous amène complètement ailleurs. Tu sais, exemple, avec les émissions comme La Voix ou Star Academy, entre autres, souvent, on demande à ces artistes-là de nous sortir du contexte musical de la chanson puis d'y aller vraiment avec les paroles. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, de reprendre des chansons plus pop puis de les amener vers du classique? Ou t'as jamais pensé à ça? J'ai jamais vraiment pensé à ça, mais c'est certain que, je veux dire, on fait aussi du pop avec... Je joue aussi de la musique populaire. Je fais des contrats avec des artistes populaires aussi, puis je joue un peu de basse électrique aussi. Parce que là, j'allais te demander, est-ce que c'est au violoncelle? Oui, c'est ça. Au violoncelle, tu sais, beaucoup d'artistes quand même qui mettent des cordes dans leurs albums qu'on peut entendre. Fait que je fais beaucoup de studios. Exemple, Pierre Lapointe, Patrick Watson aussi sont dans ce style-là. Exactement. Puis des fois, on fait des shows aussi. Maintenant, tu sais, c'est bien la mode, les shows. Tu sais, c'est comme Patrick Watson symphonique. Oui. Puis là, il y a eu les 3 accords, il y a eu les Cowboys fringants. Oui, j'ai fait ça récemment avec Émile Proucloutier la fin de semaine passée. Génial. Ouais. Fait que je fais ça aussi, mais pas vraiment moi toute seule de reprendre une chanson. C'est pas... Parce que tu as des projets solo, tu as des projets musicaux aussi, entre autres avec plusieurs orchestres. Puis là, tu me disais que tu as un projet musical plus pop. Oui, exactement. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui. Donc, on a joué les 2 derniers étés. C'est un spectacle qui s'appelle Belmont, qui est basé par l'univers de Diane Dufresne. C'est pas une biographie vraiment, c'est comme on se plonge dans sa tête, dans son univers. Ça doit être quelque chose parce qu'elle était très colorée, très excentrique. Exactement. Tout le monde est en rose. Il y a comme 5 Diane Dufresne. Puis moi, là-dedans, je joue du violoncelle et de la basse électrique. Mon Puis Dieu, là, c'est ça. On est en tournée, là, surtout à partir de janvier. On vient à Montréal, on fait beaucoup de villes. Je les connais pas toutes par cœur. Parfait. Mais il y a un site Internet où on pourrait retrouver tout ça. Exact. Toutes les dates sont sur spectaclebelmont.com. Wow! Non, mais ça a l'air excellent, mon Dieu. Donc, toi, tu fais comme une des Diane Dufresne. Non, moi, en fait, je suis musicienne. T'es musicienne? Oui, je suis en arrière. Bien, on me voit quand même, on fait partie du spectacle. Je suis costumée, maquillée, mais je chante pas. OK, mon Dieu, je me serais dit, mais elle a tous les talents. OK. Hey, dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans la prochaine année? Est-ce que tu as d'autres projets? Là, je suis encore à l'école. Oui. Donc là, je termine mes études là, au printemps. Puis je prends des contrats. Je suis surnuméraire, c'est ça, dans plusieurs orchestres. Le but, en finissant les études, ce serait... j'aimerais ça, avoir un poste dans un orchestre symphonique. Là, donc, commencer à faire des auditions pour les orchestres, l'OSM ou peu importe où la vie va m'amener. Je serais partante pour déménager aussi, si c'est ça qui adonne. Oui, OK. Puis on t'a vu au début de l'émission, en fait, à l'intro de l'émission, la pièce que tu nous as fait. Oui. Comment elle s'appelle? Donc, c'est un extrait des 6 suites pour violoncelle seul de Bach, qui est un compositeur connu. Oui, c'est ça. Donc, c'est la gigue de la 2e suite. Donc, c'est un mouvement de danse, là, comme vous avez pu l'entendre. Ouais. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui cherchent une violoncelliste et qui veulent avoir un talent d'ici, Juliette. Hey, merci beaucoup d'avoir été à Les Arts. Merci beaucoup. Les discours de Martin Luther King, Barack Obama, Mère Teresa et plusieurs autres sont interprétés sur une scène par Marc Bellan, Dorothée Berryman, Naïla Louis-Dor et aussi Martin David Peters dans la pièce Aux grands mots, les grands discours. C'est une pièce théâtrale engagée qui nous raconte des discours marquants de personnages célèbres. Les feux de la scène sont impitoyables. Et tous les trucages du monde n'empêcheront pas que l'homme et la femme qui marchent ou parlent sur ces 60 mètres carrés se confessent d'une certaine manière et déclinent, malgré les déguisements et les costumes, leur véritable identité.
Dorothée Berryman et Naïla Louis-Dard, merci de me laisser vous poser quelques questions au sujet de Aux grands mots, les grands discours. C'est une idée de Luce Roson, qui est notre productrice, qui est la productrice du spectacle. Avec sa sœur Lucie, ce sont les agents doubles. Et puis, il y a M. Villemur, qui, lui, a collectionné, ou plutôt choisi, je devrais dire, plusieurs discours. Et à partir de ce moment-là, on a travaillé avec la metteur en scène Marie Guibourg pour déterminer quel discours allait être fait, qui allait les faire. On est parti d'une pile comme ça, puis ça a baissé comme ça. Et c'est très intéressant parce que on est 2 hommes, 2 femmes, mais on fait indifféremment des hommes et des femmes dans le spectacle. Quels ont été ces choix? Ça a dû être déchirant, mais ma vraie question, c'est est-ce que vous vous êtes battus pour avoir des textes, là, pour connaître qui allait jouer qui, quoi, comment? Je pense que notre metteur en scène voyait assez bien qui on pouvait faire, qui on devrait faire, parce qu'elle avait une idée de l'ensemble du spectacle, d'où ça partait, jusqu'où ça allait aller. Mais on a fait beaucoup d'essais, puis c'est sûr qu'en cours de route, on s'est attaché. J'aurais pas aimé ça perdre Mère Teresa. Je suis heureuse de recevoir le prix Nobel de la paix au nom des pauvres. Je suis reconnaissante. Je trouve ça intéressant de vous avoir toutes les deux sur scène parce qu'on a 2 générations différentes. Le même discours, est-ce que vous pensez le percevoir différemment? Est-ce que vous le ressentez différemment? Bien, c'est sûr qu'on a... Une de nos grandes forces, je trouve, dans ce spectacle-là, c'est d'avoir des générations quand même différentes et des tranches d'âge différentes qui font qu'on a forcément des références différentes quant aux propos qui sont partagés avec le public. C'est des sujets qui sont encore d'actualité, mais on a tous des références différentes puis des moments de l'histoire auxquels on peut rattacher ces mots-là, actuels ou passés, qui diffèrent les uns des autres un peu. Par exemple, on fait Speak White. Et moi, j'ai vu Speak White à la création, interprété par Michel Lalonde dans le spectacle Poèmes et chants de la résistance. Elle l'avait écrit pour ça. C'était d'ailleurs au Jésus où on a créé, nous, le spectacle. C'est des richesses de pouvoir avoir des gens qui sont très, très proches de certains événements passés, puis d'autres, dans mon cas, qui sont proches d'événements auxquels on fait référence, des événements qui font grandement écho à ce qu'on partage. On s'aperçoit à quel point les choses changent si peu, qu'on est en train de se battre pour les mêmes choses, puis en même temps, ça donne beaucoup d'espoir, parce que ça brasse l'humanité, justement. C'est ça que ça fait, ce spectacle-là. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est que ces discours-là, les mots qui ont été nommés, qui ont été dits, donc, ce sont des sujets qui étaient très chauds et très controversés à une certaine époque, et qui était fait pour faire avancer les choses. Mais aujourd'hui, en 2024, est-ce que ces choses-là ont avancé? Autrement dit, est-ce que Luther King serait heureux de voir comment ça s'est déroulé? Est-ce que Mère Teresa, est-ce qu'elle serait en accord avec tout ça? Comment ça va? L'avortement recule? Comment vous vivez ça? Comment vous interprétez ça avec votre public? Vous dites que vous êtes allé voir des jeunes. Ça se passe comment? Ben, s'ils nous écoutent, on entendrait voler une mouche. Mais je pense que des personnages comme Gisèle Halimi, que tu interprètes, qui est l'avocate qui s'est battue pour la famille Chevalier, pour qu'elle puisse, qu'elle soit pas condamnée parce qu'elle s'était fait avorter, ou moi, dans le rôle de Simone Veil, c'est la même chose devant l'Assemblée nationale qui se bat pour l'avortement. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il y a quelque chose qui me vient en tête. Une des dernières fois où on a joué, je pense, on avait une discussion avec le public après la représentation où il y a quelqu'un qui nous avait juste partagé à quel point ça avait été dur tout le long du spectacle. Ça n'enlève rien aux avancées qu'on a déjà eues, puis ça n'enlève rien aux efforts que les gens, puis la mobilisation de l'humanité pour tellement de belles choses, mais ça reste que des sujets de 1791 d'Olympe de Gouges sont encore discutés aujourd'hui, sont encore en péril aujourd'hui, des droits humains. Et c'est une chose dont Barack Obama a souvent parlé. Le changement, c'est une chose qui est lente. En tout cas, ça nous paraît très lent. Peut-être que
que comme les mannes sur le fleuve au mois de mai qui vivent juste une journée, pour nous, 3 siècles, c'est c'est juste une année. Je sais pas, ouais. Au regard de l'histoire de la vie sur Terre, celle de l'humanité commence à peine, et pourtant, la voici déjà, par la faute de l'homme, menaçante pour la nature et donc elle-même menacée. L'homme, point avancé de l'évolution. Je pense qu'on est des paratonnerres. Moi, j'aime ça, cette image-là, tout le temps, parce que on porte les mots, on les incarne d'une certaine manière, sans incarner nécessairement le personnage, sans être habillé de son costume. Mais on est en train de porter sa parole. Et ça ne peut pas faire autrement que de connecter à l'intérieur de nous. C'est sûr que ça a des racines profondes. On fait partie de cette humanité. Le 9 octobre 2012, les talibans ont tiré sur le côté gauche de mon visage. Ils ont tiré sur mes amis aussi. Ils pensaient que les balles nous feraient taire. Mais ils ont échoué. Et puis, sur ce silence, se sont élevées des milliers de voix. Les terroristes pensaient qu'ils pourraient nous faire changer d'objectif et arrêter nos ambitions. Mais ça n'a rien changé dans ma vie. Sauf ceci. La faiblesse, la peur et le désespoir sont morts. Le 29 novembre dernier, le film Mademoiselle Bottine sortait au cinéma. Ce film est librement inspiré du film Bac et Bottine, un conte pour tous sorti en 1986. Il a été réalisé de nouveau en 2024 par Yann Lanouette-Turgeon. Et dans le cadre d'un projet d'études, Lily-Rose McSween, étudiante de 5e secondaire au programme d'études internationales, est allée voir le film pour nous. Bonjour Lily-Rose. Bonjour. Contente de te rencontrer. Merci, moi aussi. Et puis, je suis contente que tu nous parles de ce film-là parce que c'est un grand classique qui a bercé les un peu moins jeunes de ma génération. Donc, 1986 à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens, puis qu'est-ce que tu as à nous raconter par rapport à cette nouvelle mouture-là? Bien, en fait, ça ressemble un peu au premier film, puisque ça tourne autour d'un compositeur de musique, Philippe, qui en panne d'inspiration et qui doit composer en fait des notes pour de l'opéra. Il va être forcé d'héberger sa nièce Simone, qui est vraiment en amour des animaux, dont sa fameuse moufette Bottine. Et elle est un peu rebelle et excentrique, mais on va regarder un peu leur relation évoluer au fil des scènes. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de savoir qu'il a déjà remporté 2 prix dans la prix-sortie qui s'est passé en Allemagne. Donc, mon Dieu, on a la chance d'avoir ce film-là qui est une super belle adaptation, finalement. Je voulais savoir, les gens de ma génération vont très certainement faire un comparatif parce qu'encore là, je veux dire, moi-même à la maison, je le fais. J'ai vu la bande-annonce puis je me suis dit, est-ce que ça risque d'être une copie? Est-ce que je serais un peu trop nostalgique à regarder ce film-là puis à me dire que je préfère la première version? Est-ce que ça va être une copie? Est-ce que... Bref, quelles sont les différences puis les similitudes entre la première version puis cette nouvelle version-là? Je dirais que le premier film se passait surtout à l'intérieur de la maison de Jean-Paul. L'appartement, Jean-Claude. Oui, Jean-Claude. Et je trouve que c'était surtout consiste sur son arrêt de travail, puisqu'il a fait une année sabbatique hors de son métier, tandis que dans le nouveau film, c'est vraiment le métier de Philippe, qui est le nouveau personnage qui joue Jean-Claude. Et je trouve que c'est vraiment différent, puisque il suit vraiment son développement, on suit vraiment son développement dans l'opéra. Et une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que il y a toujours plein d'animaux. Là. Je trouve ça vraiment cool, ça, qu'il ait gardé les animaux comme la moufette, vu que c'est compliqué, genre avec une moufette. Vraiment. Puis c'est pas comme si c'était un animal qu'on... je ne sais pas si on peut facilement dresser une moufette, mais il ne doit pas en avoir tant que ça, des moufettes dressées au Québec, là. Non, ça m'étonnerait. Je lisais qu'il y avait eu beaucoup de clins d'œil, puis qu'il y avait un peu plus d'humour aussi dans cette nouvelle version-là, ce qui, je pense, peut faire du bien, parce que c'est vrai que c'était très sérieux comme première version en 1986. C'est vrai. OK, génial. Hey, dis-moi, tu as eu la chance, suite au visionnement, de rencontrer le réalisateur et certains des comédiens. Donc, j'aimerais ça que tu nous en parles. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Eh bien, ils m'ont appris plusieurs choses, mais entre autres, j'ai eu la chance
d'apprendre sur les difficultés qu'ils ont dû franchir et aussi sur leur scène préférée. Tout d'abord, le réalisateur me dit que les plus grandes difficultés qu'il a eu à surmonter sont premièrement de trouver l'actrice qui allait jouer Simone, qui est en fait l'actrice principale du film. Une autre chose qui était difficile, c'était d'avoir des animaux dans le film, ça c'est sûr. Oui, j'avoue. Et aussi de monter une opéra, puisqu'ils ont vraiment monté la chanson et tout a été fait en studio. Donc c'était vraiment intéressant ça. Et pour la jeune fille, le plus grand défi était de jouer avec une moufette, puisque c'est un animal pas tant dressable. Oui, j'avoue. Et jouer des scènes tristes avec cet animal, c'est un peu difficile. Ah ouais? Ouais. Oh mon Dieu, OK. Ouais. Puis Antoine Bertrand, est-ce que tu as eu la chance de lui parler? Oui, c'est ça, il était là lui aussi. Et pour lui, c'était en fait de jouer une personne anxieuse qui était vraiment difficile, puisque je crois que, vous le connaissez un peu. Et c'est une personne très, très extravertie dans la vraie vie. Oui, c'est ça. Donc, j'ai une personne renfermée. C'était assez compliqué pour lui. OK. Sinon, leur scène favorite pour la jeune fille, Marguerite Laurence, c'était la scène de l'animalerie. Je ne veux pas vous en dire trop, mais c'était une scène qui montrait un beau moment de complicité entre Billy, son voisin, et elle. OK, parfait. Hey, dis-moi, le public, comment ont-ils réagi, les gens que tu as rencontrés suite à ce film-là? Ils ont vraiment apprécié ce film. Le public, comme les plus jeunes et les plus âgés, ont vraiment apprécié. D'ailleurs, ils m'ont donné de super beaux commentaires lors du Vox Pop. On va écouter leurs commentaires, justement. Donc, vous venez de visionner Mademoiselle Bottine. Qu'en avez-vous pensé? C'est un film très beau, très touchant. J'ai pleuré à quelques endroits. J'ai ri aussi. Ça nous amène partout. Ça nous amène à nous, ça nous amène à eux. C'est très, très, très beau. Moi, je trouve que c'est complètement autre chose. Puis c'est beaucoup plus rafraîchissant. J'ai trouvé les acteurs vraiment très drôles. Et la fin était vraiment touchante. J'ai pleuré, ouais. C'était vraiment touchant. Le jeu des acteurs était bien, surtout Marguerite. C'était très bien. Puis ça a dû pas être facile à tourner avec les animaux. La petite Marguerite est vraiment là, très naturelle. Moi, c'est ce que j'ai bien apprécié. Puis Antoine, c'est un acteur très impressionnant. Wow, ça a l'air vraiment bon. Puis ça donne le goût d'y aller. Dis-moi, toi, comment tu as apprécié Lily Rose? Pour de vrai, j'ai vraiment été impressionnée. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je trouve qu'il était beaucoup plus complet que le premier film, vu que je l'ai visionné dans mes recherches. Ouais. Et une autre chose que j'ai vraiment appréciée, c'est le jeu des acteurs. J'ai vraiment trouvé que les acteurs étaient talentueux. Marguerite Laurence, c'était sa première vraie gros rôle. Oui. C'est ça. Et je trouve qu'elle a vraiment joué bien son rôle. Et je ressentais toutes ses émotions dans chacune des scènes. Et elle m'a vraiment beaucoup fait rire. J'ai vraiment aimé ça. Puis Antoine Bertrand, tout le monde le connaît. Il est super bon dans tout ce qu'il joue. Là. Même si anxieux, c'est pas vraiment sa personnalité, il était vraiment excellent. Ah, génial. Bien, merci beaucoup, Lily Rose, pour cette belle chronique-là. Ça nous donne envie d'aller voir le film. Donc, Mademoiselle Bottine, qui est déjà en salle au cinéma, allez voir ça dans la Naudière. Bonjour tout le monde, on est au pub Randolph à Repentigny et je suis avec mon ami David Magny. Salut David. Salut Mélanie. Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Le jeu de party par excellence, Caméléon. On joue vraiment beaucoup au pub à ça. C'est vraiment le fun. Trouver l'intrus. Il y a quelqu'un dans le groupe qui va se faire passer pour quelqu'un qui sait quelque chose qui ne sait pas. Donc, le caméléon. Le caméléon. Okay. D'accord? Très simple. On va avoir une fiche avec des thèmes, d'accord, à discuter. Au hasard, tout le monde va savoir de quel mot on parle, sauf le caméléon. D'accord? Ces mots-là vont être identifiés avec un jet de dés qu'on va lancer, puis les chiffres. J'ai un code ici là, sur ma carte, dans le fond. Ça, c'est simple. Là, des jaunes et là, des bleus. La combinaison des deux me dit, supposons, là, j'ai 1-1. Donc, 1-1, c'est D4. Donc, sur ma carte D4, on devrait faire deviner les pouliches. Les pouliches. Parce que là, la carte, la catégorie qu'on a, c'est jouets, mais il y en a plein, là. Mélanie, tantôt, t'as pigé région administrative. C'est ça. C'est un peu plus dur. Voilà. Là, l'idée, c'est qu'il y a bien sûr quelqu'un qui va être identifié comme étant le caméléon. Donc, lui, là, les 2 dés brassés, là, il ne sait pas à quel nom ça réfère ou quel mot ça réfère. Il y a une chance sur 16. C'est ça. OK? Mais elle est sur la table.
Alors, l'idée, c'est de dire des mots qui sont dans le même groupe de mots qui peuvent parler de cet objet-là, sans le dire. Un indice, supposons. Un Comme là, indice. je sais que c'est pouliche, je pourrais dire arc-en-ciel. Ça me fait penser à la crinière arc-en-ciel des pouliches. Exact. OK. OK? Moi, je pourrais dire, je sais pas, odeur. Parce que je trouve que ça sent toujours un peu le petit plastique. Le petit plastique. Ou il y en a des spéciales là, que tu grattes puis ça sent. Là. Ah oui, oui, oui. La fille, elle en a. Mais OK. tu sais, si je disais, mettons, sabot au cheval, là, je donne un indice assez solide. Et là, parce que tout le monde à tour de rôle, on va dire un mot. Fait que le caméléon, si tu dis cheval, il regarde la carte, il fait « Oh, elle parle pas des G.I. Joe, elle parle clairement des pouliches. » Ça crée un entonnoir, là, parce qu'il y a cheval à bascule, mais lui, ça va lui donner des indices. C'est ça, OK? OK, je comprends. Fait que là, l'idée, après que tout le monde ait dit un mot, d'accord, on va discuter. On va se challenger. Ouais, toi, tu as dit arc-en-ciel. Ben oui, vous vous souvenez, sans en dire trop. Et tu veux, tu sais, Un peu comme au loup-garou, dans le fond, tu dois défendre ton point, Exactement, essayer un peu. de trouver c'est qui le Et caméléon. là, après à peu près 1 minute, 1 minute et demie, OK, c'est beau. Et là, vous votez alentour de la table. Qui pense que c'est Mélanie, qui pense que c'est David, qui pense que c'est Charles. On lève la main. Celui qui a le plus de votes va retourner la carte qu'il a dans ses mains. Si vous m'aviez identifié et c'était moi qui avais le caméléon, j'avais sur la table, toutes les autres ont gagné. Ils ont fait « Yeah, on l'a trouvé ». Si c'est l'inverse, c'est le caméléon qui a gagné. Parce qu'il a réussi à C'est tout. On rebrasse les cartes. se fondre dans le décor. Oui, On rebrasse les certainement. cartes, on les repasse, on change de thème, on brasse le dé. Et voilà, on fait une autre partie. Est-ce qu'on va pogner région administrative? Hauteur. Hauteur. Ah, c'est 14 ans et plus quand même. Quand même, hein? Ça prend un petit peu de culture générale. 4, 7, alors on dit que c'est D4. Alors encore là, on prendrait Agatha Christie. Voilà. Fait que vous vous imaginez beaucoup d'heures de plaisir, beaucoup de fou rire. Ben oui, c'est le fun quand même. Vraiment. Belle rejouabilité également. Ouais. Merci David. Bienvenue. C'est ainsi que se termine l'épisode de cette semaine. Retrouvez toute notre programmation sur tvrm.ca ou sur notre chaîne YouTube à tvrm.609. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette pour rester à jour avec toutes nos actualités. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente semaine.